Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette série d'exercices tombés à l'école polytechnique pour les maths sup. Attention les maths sup, vous êtes là, vous êtes en première année, vous pouvez les faire. Je fais une sélection exprès des exercices que je trouve d'euros qui peuvent être faits avec les outils de première année. Et on se rend compte que certains d'entre eux sont extrêmement techniques, certains sont plus abordables. Il faut toujours en tout cas mélanger un peu les différentes intuitions. On va le voir encore avec un très bon exemple, c'est ça le petit bonus à chaque fois de l'exercice de l'école polytechnique ou de l'école normale, c'est qu'il y a toujours un petit quelque chose à ajouter, souvent dans une démarche qui, elle, commence de manière classique. On va regarder, aujourd'hui on a un type d'exercice qui est vraiment parmi mes préférés, comme vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne. Partez pas, élèves de sup, c'est très intéressant ce que je vais dire. La Taylor Academy est de retour après 2 stages ultra intensifs et à haut succès cet été en juillet et en août pour préparer la rentrée de septembre en sup, puis un stage de Toussaint pour reprendre un peu les bases et recadrer cette méthodologie qui peut vous manquer parfois. On revient, la Taylor Academy, ce Noël, pendant les vacances de Noël, deuxième semaine des vacances. Il y aura bien sûr une pause le 1er janvier parce que tout le monde aura fait la fête le 31, je comprends bien. On revient pour un stage avec votre serviteur, plus de 30 heures en visio avec moi. Vous allez voir, en fait, ce qu'on va faire, c'est il y a un trimestre qui est passé de septembre à décembre, ou un semestre, ça dépend comment vous l'appelez, qui est passé avec ces difficultés, ces méthodes. Mon but pour moi, que vous ayez plus ou moins réussi vos chapitres, que vous vous sentiez plus ou moins en confiance, c'est d'être sûr de cadrer la méthode de travail, les méthodologies d'exercice et de DMDS format plus long, pour être sûr d'arriver au conseil de classe de fin de sup et donc d'arriver en spé bien prêt pour attaquer les chapitres de l'année prochaine. Donc le but c'est de vous cadrer, de rattraper ce qui a pu vous échapper, peut-être d'avancer un peu sur quelques chapitres, mais surtout vraiment de cadrer la méta-méthode, la manière de travailler, la manière de réfléchir en sup, d'aborder les exercices, de structurer son travail pour pouvoir attaquer n'importe quel exercice sans être complètement dépassé et sans être confronté à une page blanche. Vous avez toutes les infos sur tayloracademy.fr. Vous allez voir, /Noël pour le stage de Noël. Il y a beaucoup de détails. Vous pouvez vous inscrire. Alors, comme par habitude, comme d'habitude, on a une limite à environ 15 élèves. Je pense que 15-16 élèves, c'est le maximum. N'hésitez pas à vous inscrire au plus vite. C'est pour la période de Noël. Donc, encore une fois, les dates sont écrites ici entre le 30 décembre et le 4 janvier. On fait bien sûr une pause le jeudi 1er, je l'ai déjà dit. Je vous retrouve. Allez, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Alors, on a quoi comme type d'exo? On a une fonction fn, donc on a une espèce de suite de fonctions, mais qu'on va analyser non pas comme un élève de spé, je vous vois élève de spé, suite de fonctions, mais plutôt comme une espèce de suite avec une certaine solution. Oulala, suite implicite. Alors qu'est-ce qu'on a? Soit un réel quelconque, ok déjà pourquoi pas, montrer qu'il existe un unique réel xn tel que fn avec cette fn un peu bizarre, de xn égale a. Ce qui est bien, c'est que déjà, en plus, par rapport à un exercice usuel, on dit, par exemple, soit fn de xn égale 1, vous voyez, là, on vous dit carrément pour n'importe quel a positif. Donc on fait un truc déjà un peu plus généralisé. Tout de suite, ça, c'est la petite patte de l'exercice polytechnique. Trouver un équivalent de xn quand n tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est une suite implicite, on sait qu'on va devoir l'étudier, on a les techniques tout de suite qui déroulent. Si vous l'avez pas, écoutez, on va voir, on va étudier fn. On sent l'intuition classique. C'est-à-dire quoi? Montrer qu'il existe un unique réel, ça va être du TVI, théorème de la bijection, ça va aller. Ça va être tranquille. Fn de xn, souvent pour trouver sa limite, ou alors pour trouver son comportement plutôt, on va essayer d'étudier fn de xn plus 1. On ne peut pas étudier la suite directement, mais on va faire un tableau de variation de fn, on va savoir que xn ça vaut typiquement 0, ou alors a ici, puis on va chercher si fn de xn plus 1 vaut plus que a, ou vaut, si la fonction est croissante par exemple, ou vaut moins que a. Et en fait, en fonction de l'image de fn de xn plus 1, on va savoir si elle est avant ou après xn. Très classique comme démarche, vraiment, moi j'ai eu ça à mon oral des mines à l'époque, quand j'ai passé les concours, enfin pas cet exercice, mais ce genre de démarche, vraiment très classique. Là où c'est plus difficile, c'est souvent trouver l'équivalent, il faut toujours trouver une technique spécifique à l'exercice. Alors il y a des techniques un peu usuelles que j'ai déjà couvertes, où il faut utiliser la relation de récurrence, quand on a une relation de récurrence. Des fois on a une relation de récurrence, en fait, un plus 1 égale un moins un carré, trouver une manière de mettre ça à la bonne puissance, s'en sortir, voilà, classique d'école normale. Là, on a quelque chose d'un peu différent, avec une somme, un truc défini un peu différemment sur n plus l'infini. Ça va être différent, mais il faut trouver justement quelle est la technique qui va être particulière à cet exercice, à ce contexte, qui va nous permettre de trouver un équivalent. Première intuition aussi déjà qu'on voit, xn, ça va être un unique réel, mais dans quel intervalle? Ce sera un unique réel sur n plus l'infini. Donc déjà, par définition, xn, quand je l'aurai trouvé, il sera plus grand que n. Paf!
j'ai déjà l'intuition, je suis très proactif, un premier résultat en voyant tout ça, et c'est ce qu'on dit à l'oral quand on découvre l'exercice, xn va tendre vers plus l'infini. Parce que par comparaison avec n, il sera plus grand dans tous les cas. Donc voilà, on sent quand même qu'on a beaucoup de choses à dire. Vous décrivez déjà, je connais ce genre d'exercice, je pense que d'abord je vais commencer par un petit éveil. Ensuite, on va voir on va voir si j'ai besoin de la croissance de xn, auquel cas j'étudierai la position de l'image de xn plus 1 par fn, puis comme ça je pourrai comparer les antécédents. Et dans tous les cas, je vois que vu l'intervalle de définition, xn va tendre vers plus l'infini. Peut-être que ça me suffit, j'aurais peut-être pas besoin de montrer la croissance. Souvent on a besoin de la croissance pour dire écoute c'est croissant, c'est donc soit convergent, soit tend vers plus l'infini, et on s'en sort comme ça. Là on a la convergence vers l'infini, enfin la divergence vers l'infini tout de suite, peut-être que l'étape croissance on pourra la passer. Vous dites que vous allez dérouler tout ça. Déjà le mec est impressionné, il se dit ok, il sait ce qu'il fait. Et ensuite tout l'exercice va être dans comment je vais pouvoir trouver un équivalent d'un xn qui est dans plein de termes à la fois, sachant qu'à chaque n le nombre de termes augmente, et c'est là que ça va être la complication. Donc on commence tout d'abord avec A positif, voilà on le pose très bien, montrer que l'ex est un y réel, ok. Et ben on étudie Fn. On a, moi j'aime bien écrire Fn de x égale, et oui, je vais faire le truc bébête d'écrire toutes les fractions avec 3 petits points, parce que je trouve que ça donne de la clarté. C'est compact d'avoir en effet la somme, comme ça c'est très bien, mais moi j'aime bien avoir ça. Comme x est plus grand strict que n, tous ces machins sont bien positifs. Strict. Donc il n'y a pas de problème de définition, hein. C'est pour ça qu'elle est définie sur n plus infini, c'est pour que ça s'annule pas, tout le reste non plus. Donc on a un truc, on a une somme de fonctions positives, c'est super. On est sur n plus infini. Bah, on sait que pour les fonctions inverses, quand on est du côté droit, si vous voulez, par rapport à l'asymptote horizontale, on sait que la fonction est décroissante. Donc faites ça, c'est décroissant. Sur n plus l'infini, donc ça, celle-là, elle n'est pas définie en 1, mais donc sur n plus l'infini, elle est en train de décroître, décroissant, décroissant, décroissant. J'ai une somme de fonctions positives décroissantes. Bon, bah, je peux dire plusieurs choses. Déjà, fn de x, toujours positive, et fn décroissante, comme somme de fonctions décroissantes. Je l'écris pas, mais vous avez compris. Fn décroissante. Et donc, écoutez, bah, je peux y aller. Hein. Hop, qu'est-ce que j'écris? Quand x tend vers n plus, et ben, fn tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est pas très compliqué. Hop, double barre, c'est une valeur interdite, mais je trouve très facilement la limite, qui est plus l'infini. Et ensuite, ben, la fonction est décroissante. Donc j'ai x, fn. Qu'est-ce qui se passe en plus l'infini? Alors ça, c'est pas spécialement évident, il faut regarder. Enfin, en fait, si, ça va. Quand n est fixé, en plus l'infini, chacun des termes, il y a un nombre de termes, donc le n est fixé encore une fois, donc plus l'infini c'est le x, bah chacun des termes tend vers 0, donc le tout tend vers 0. Bon, en fait c'est assez simple. Théorème de la bijection. Qu'est-ce qu'on dit? Alors on le fait proprement, hein, on n'est pas trop fouillis. Fn continue, Fn strictement décroissante. A appartient... Ah, d'ailleurs on peut peut-être faire des trucs intéressants. Ouais. A, positif, donc A appartient à... Bah en fait, ça sera lim en plus l'infini de Fn, qui est 0, virgule, lim en n plus de Fn, qui est plus l'infini. Ces trois conditions donnent que, donc, il existe un unique xn appartient à n plus l'infini, tel que Fn de xn égale a. Voilà, merci, au revoir. Super. Bah, montrer un équivalent. Bon, écoute, on va essayer de voir ça. Premier truc qu'on remarque, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction. Bah, comme xn supérieur à n, on a, par comparaison, xn tend vers plus l'infini. Je vais sauter complètement l'étape de croissance. Ou peut-être que je vais la faire en bonus inutile, si vous voulez. Bonus inutile. Donc bonus inutile pour résoudre l'exercice, mais je le fais quand même. Je sais pas si c'est inutile, on verra, mais je crois que c'est inutile. Comportement de xn. Xn croissante ou décroissante? Je l'ai fait dans plein de vidéos, mais au cas où vous avez jamais vu ça, je vous le montre. Bah, j'essaie de calculer Fn de x indice n plus 1 égale. Donc c'est 1 sur x indice n plus 1 moins 1, plus 3 petits points, plus 1 sur x indice n plus 1 moins n. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce que je fais? Bah, je rajoute plus 1 sur x indice n plus 1 moins n plus 1. Je fais moins ce même terme. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je veux me référer
à la définition de x indice n plus 1. Moi, je sais que f n plus 1 de x indice n plus 1, ça vaut a. Donc tout de suite, en faisant ça, je fais apparaître en fait ici, hop, ça c'est f n plus 1, parce que c'est la fonction d'après, donc c'est celle qui va faire moins n plus 1 pour le dernier terme, il y a un terme en plus, bah, appliqué à x n plus 1, qui est égal donc à a. Et donc le tout est égal à a moins 1 sur x n plus 1 moins n plus 1, et ça c'est strictement plus petit que a. Et donc dans le tableau, si vous voulez, comme, déjà j'ai pas rempli tout à l'heure, mais j'ai xn qui descend ici, hop, et qui vaut a, voilà, comme j'ai quelque chose qui est plus petit que a, si vous voulez, bah, on s'entête sans qu'elle n'allait pas être décroissante, hein, donc, mais c'est juste pour vous montrer le genre de technique qu'on applique pour trouver la croissance de ces suites implicites dans tous ces exos. Bah, comme c'est plus petit que a et que la fonction est décroissante, je comprends très vite que là j'ai un truc plus petit que a, associé nécessairement par décroissance à xn plus 1, qui est donc plus grand que xn. C'est ça qui me démontre que xn plus 1... Donc j'ai fn de xn plus 1 plus petit que fn de xn, mais elle est décroissante, donc xn plus 1 plus grand que xn, c'est démontré. Voilà, je le fais juste au cas où ça m'aurait frustré de ne pas le faire, donc je vous le fais, même si c'est pas très utile. Trouver un équivalent de xn. Ok, donc ça, c'est la vraie question. C'est là que l'exo se complique un peu par rapport à d'autres exercices qu'on peut avoir. C'est là qu'on va avoir plus de spécificité et peut-être de difficulté. Équivalent, comment on fait? Moi, j'ai 1 sur xn moins 1, plus 1 sur xn moins 2, plus, on a compris, plus 1 sur xn moins n, plus, égale a. Qu'est-ce que je fais avec ce machin pour trouver un équivalent de xn? Souvent, dans ces cas-là, on va essayer de l'isoler, le xn, de trouver une relation, de peut-être prendre le log à gauche, à droite, et de voir comment on peut faire pour s'en sortir. Pour isoler le xn, montrer qu'en fait, c'est équivalent à du, je sais pas, a sur n. Voilà. En disant qu'il y a plein de termes, par exemple ceux-là, qui sont négligeables, il reste plus que ça. Voilà, faire des trucs. Ici, c'est pas évident. Quand on a ça, il faut se dire, mais alors attends, j'ai le xn qui est partout. En fait, il est en plein d'endroits, donc je peux pas l'isoler. Donc soit je mets tout au même dénominateur, mais ça c'est l'enfer, ça va me faire apparaître. En haut ici, une somme. Ça va me faire apparaître quoi? Alors à chaque fois, enfin ça va être compliqué quoi. À chaque fois ici, je vais faire 1, alors fois xn moins 2, enfin je vais faire un produit si vous voulez, des xn moins j, et je ferai la somme pour tous les i égale 1 à n pour j différents de i, enfin ça va être horrible quoi, je vais faire tous les produits, enfin je m'en sors pas si je fais ça. Il faut réfléchir un peu à qu'est-ce que c'est que cette somme. Donc moi j'ai cette somme là, donc je peux la réécrire sous forme d'une somme, hein, hop, moi j'ai la somme des 1 sur xn moins k, k égale 1 à n, égale à a. Qu'est-ce que c'est que cette somme? Dans quoi ou comment je peux gérer une somme comme ça avec une fonction en 1 sur x, un peu, enfin en 1 sur quelque chose? Dans quel monde on sait gérer ces sommes-là? Dans quel monde on sait trouver des encadrements? Et dans quel monde on sait trouver des comment on appelle ça? Des équivalents. Ben là, il faut penser, je pense que c'est à ça qu'on s'attend de la part de l'élève, à l'encadrement de la série harmonique. Pour rappel, et la méthode pour l'encadrement de la série harmonique quand on a une somme, c'est d'utiliser la comparaison somme intégrale. Alors si vous pensez, je pense qu'il y a assez d'indices ici pour y penser. Si vous avez jamais vu ça, ben, je vais vous le montrer rapido, hein, mais je vais vous faire un petit rappel, pas trop long pour pas que cette vidéo dure 3 heures, mais rappel, pour la série harmonique basique, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit dessin, ça va être la même chose ici, mais un peu plus technique, donc je vous fais la version un peu plus, faut faire plus attention quoi. Je fais la version simple d'abord, ça c'est la fonction 1 sur x, là j'ai k, et là j'ai k plus 1. Donc qu'est-ce que je peux dire? Là j'ai des rectangles comme ça, hop, je vais faire un truc propre quand même. J'ai des rectangles comme ça, et je peux dire que l'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur t, elle est clairement plus petite que le rectangle de gauche qui est 1 sur k, la valeur de la fonction ici, fois 1, donc ça c'est 1 sur k, et de l'autre côté plus grand que 1 sur k plus 1. Et moi je vais encadrer quoi? Je vais encadrer la somme des 1 sur k, donc qu'est-ce qu'on fait? On dit attends, mais ça c'est aussi plus petit que, bah, je dis que c'est plus petit que l'intégrale entre k-1 et k de dt sur t. C'est en faisant les sommes de manière adaptée, donc ici si je fais une somme, hop, ici si je somme entre 1 et n, j'obtiens la somme des intégrales, donc j'obtiens, hop, intégrale
entre 1 et n plus 1 de dt sur t égale log de n plus 1, plus petit que la somme hn, hein, je vais écrire hn, c'est la somme de 1 à n des 1 sur k. Et à droite, faut être un peu... Enfin, à l'autre côté, il faut être un peu adroit. Je peux pas prendre la somme en 1 parce que l'intégrale n'est pas définie. Elle diverge, donc je prends la somme de 2 à n. Et ensuite, ça me donne... Bah, il faut choisir... Enfin, ça donne pas hn, ça me donne la somme de 2 à n des 1 sur k, auquel je dois rajouter plus 1 pour trouver hn. Donc quand je le fais, je vais faire en rapidement. Ça me donne 1 plus l'intégrale entre 1 et n au final. Et donc ça me fait log de n, moins log de 1. Voilà comment on fait. Donc on trouve quoi? On trouve que hn est comprise entre log de n plus 1 et log de n plus 1. Enfin, 1 plus log de n, pardon, et log de n plus 1, et on trouve que donc c'est équivalent à log de n. C'est comme ça qu'on le démontre le plus rapidement possible. Là, il faut penser à ça. Ce qu'il faut faire attention, c'est que notre fonction, quand on fait ça, c'est la fonction, enfin, c'est les 1 sur k, c'est le k qui va être la variable de la fonction. Donc ici, il faut se dire, alors attends, j'ai 1 sur, moi j'ai mon xn moins k qui est là, ok. Lui, il va être plus petit, ce que je vais écrire ici, donc ici. La fonction, ça va être bizarre, c'est 1 sur xn moins k, qui va être encadré, enfin qui va encadrer une intégrale de fonction un peu particulière. C'est-à-dire que ma fonction ici, ça serait, si je pose une f de t, si vous voulez, enfin une g de t c'est 1, enfin j'ai n de t en soi, ça serait 1 sur xn moins t, si vous voulez. Avec le xn fixe. Comme ça. Donc c'est t qui serait la variable. Donc 1 sur xn moins t, c'est une fonction qui est croissante en l'occurrence. Donc comment je fais rapido? Si j'ai 1 sur xn moins t comme ça, hop, oui, merci. Hop. Hop. Avec t, bah, écoutez, qui est entre 1 et n, enfin on a compris quoi. Hop. J'ai une fonction croissante. 1 sur xn moins t, donc moins t c'est un moins, donc c'est une fonction qui monte plutôt que décroissante, super. Et donc j'ai k, k plus 1, et là, mon encadrement d'intégrale se fait dans l'autre sens. Donc j'ai l'intégrale de gn de t entre k et k plus 1, qui est plus grande que g de k, donc 1 sur xn moins k, et qui est plus petite que 1 sur xn moins k plus 1. Comme ça. Donc là, je vais pouvoir m'en sortir. Voilà. Pourquoi? On va essayer de faire un peu des calculs, on va dire, bah ok, maintenant moi je vais faire la somme de k égale 1 à n, à gauche, par exemple, somme de 1 à n de 1 sur xn moins k à gauche, est plus petit ou égal à intégrale entre 1 et n plus 1 de gn de t, bah de 1 sur xn moins t, quoi. Hop. 1 sur xn moins t dt. Ok, et si je le fais à droite, bon, ça fonctionne aussi, je pense. Est-ce que c'est ça qui nous intéresse? Bah peut-être pas en fait, c'est pas à droite que ça m'intéresse. Moi ce que je veux c'est encadrer lui en fait, ce terme-là par deux intégrales. Donc je peux dire qu'il est plus grand ou égal. Je veux l'intégrer, enfin je veux le comparer à une autre intégrale de l'autre côté. Donc le k plus 1 je m'en fous en fait. Même si ça peut revenir au même. Bon bref, alors attendez, je dis plus grand ou égal à l'intégrale entre k moins 1 et k de gn de t dt. Est-ce que je peux faire la somme facilement de cette manière-là? Ah non, je vais avoir un souci pareil de k égale 1, ça me fait une intégrale bizarre. Est-ce que en 0 la fonction est définie? En soi oui, la fonction est définie en 0, donc il n'y a pas trop de problème, donc peut-être que je peux m'en sortir sans trop de soucis au final. Attendez, je vais regarder. Donc si je prends la somme entre 1 et n partout, ça me donne l'intégrale entre 0 et n de 1 sur, enfin de dt sur xn moins t. Oui, en soi, je m'en fiche. Parce que... parce qu'en fait, t reste toujours... Enfin, xn est plus grand strict que n, donc en fait, il n'y a pas de souci. Ok, donc c'est parfait, parce que maintenant j'ai quoi? J'ai ma fn ici, qui est plus petite que quoi? Bah, ça, c'est du... Alors, c'est du log, en fait. Ça, c'est du... Je vais écrire ce que c'est, mais on va retrouver un log. Donc ça, c'est log de... xn moins t. Donc xn est plus grand que t, donc faut faire attention. C'est moins log de xn moins t. Si je me trompe pas. Hop. Entre n plus 1 et 1. Pourquoi? Parce que c'est moins t, donc si je dérive ça, ça fait moins 1 sur xn moins t fois moins 1, c'est bon. Et pourquoi? Parce que je veux que la quantité dans le log soit positive, c'est le cas. Faut juste faire attention au n plus 1 qui est ici. Est-ce que je vais avoir un souci avec ça? Je sais pas trop.
Je réfléchis, est-ce que je peux toujours garantir que xn est plus grand qu'n plus 1? Bah, je sais pas trop, écoutez, on va regarder. Si je regarde là-haut et que je mets fn de n plus 1, est-ce que c'est plus grand que fn de xn? Est-ce que je peux le voir rapidement? Combien vaut fn de n plus 1 de toute façon, on peut calculer. Fn de n plus 1, en l'occurrence, ça fait... Bah, c'est marrant, ça fait hn. Ça, c'est drôle. Fn de n plus 1, c'est hn. Je le remarque ici, je l'écris. Fn de n plus 1, c'est quoi? C'est 1 sur n plus 1 moins 1 sur n jusqu'à 1 sur 1. Génial, c'est hn, c'est incroyable. Égale hn. Est-ce que ça, c'est toujours... Est-ce que hn, c'est plus petit que... C'est entre 0 et a, ou est-ce que c'est entre a et plus l'infini? Bah écoutez, on l'a redémontré en une seconde. Ça, hn, on sait que ça tend vers plus l'infini. On sait que ça tend vers plus l'infini. Donc à la limite, c'est intéressant. Vu que moi, je cherche un équivalent quand n tend vers plus l'infini, je peux considérer que il existe un n tel que hn plus grand que a. Voilà, hn tend vers plus l'infini, donc je prends un n plus grand à... Enfin, vous avez compris quoi, donc je prends petit n tel que... Il va dépendre de petit a, mais tel que hn plus grand que a. Et ça règle mes problèmes. J'ai plus vraiment de soucis. C'est-à-dire que je sais que fn de n plus 1 est donc... Qu'est-ce que je raconte? Enfin, n plus 1 est donc plus petit que xn, quoi, si vous voulez. Je peux le mettre ici. N plus 1, tac, tac, ça vaut hn. Donc c'est assez particulier, je sais pas s'il y a besoin de faire tout ça, vous me direz en commentaire. Là je suis parti un peu là-dedans en mode j'en ai besoin, donc je vais le regarder. Peut-être qu'on aurait pu s'arranger en faisant une somme différente ici, je sais pas trop. En tout cas, il fallait gérer ce problème. Il faut pas mettre les soucis sous le tapis. Moi c'est ça la règle que j'ai retenue, hein. En général, vous mettez jamais les soucis sous le tapis. Donc peut-être que j'en ai fait trop et qu'il y a plus astucieux, ça je suis ouvert à l'entendre, vous me dites. Mais en soi, là ça marche. Donc on est content, et donc tout ça c'est défini, c'est positif, tout va bien. Et donc je trouve que ça vaut combien? On l'a ici, donc celui-ci vaut quoi? Moins log de xn moins t, la même chose en fait. Moins log de xn moins t, mais pris entre n et 0 cette fois-ci. Et donc c'est pas mal. Parce que ça donne quoi? Log de... Alors ça fait log de xn moins log de xn moins n, ok. Et ça c'est quoi? Log de, en l'occurrence, xn moins 1 moins log de xn moins n plus 1. Ok, super, donc j'ai quoi? J'ai mon fn de xn, qui est là, qui est plus petit ou égal, alors c'est un peu particulier. Ah bah lui il vaut a de toute façon. Ah oui, de toute façon je suis bête, il vaut a égale a. C'est ça qu'on a ici, ça c'est fn de xn. Depuis le début, de toute façon fn de xn vaut a. Donc là on l'a enfin, mis quelque part. Qui est plus petit ou égal à quoi? Log de xn moins 1, hop, on met tout dans le même log, sur xn moins n plus 1, super. Et qui est plus grand que log de xn sur xn moins n. Là on sent qu'on approche quand même de quelque chose. Log de xn sur xn moins n. On va pouvoir conclure ensemble. Hop, xn moins n, j'espère que vous l'aviez. Hop, arrivé ici, je veux dire. Donc qu'est-ce que je peux faire de ça? Bah, je vais le traiter, est-ce que je peux le faire d'un seul coup? Oui, bah, je passe à l'exponentielle partout, donc j'ai xn sur xn moins n, plus petit que e de a, plus petit que xn moins 1 sur xn moins n plus 1. Là, je vais plus trop pouvoir le faire d'un seul coup. Donc je vais traiter d'abord le cas 1 ici, puis le cas 2 ici. Hop, je fais 1 d'abord. Ça me donne quoi? Eh bien, j'obtiens, je le fais en blanc, hein, pas de souci. Xn plus petit que xn moins n, comme ça. Si et seulement si. Je peux dire que donc j'obtiens n e de a plus petit ou égal à xn e de a moins 1. Hop, sur e de a moins 1 plus petit que xn. Ok, top. Donc ça me fait un encadrement à gauche de xn. Et donc je vais sûrement trouver un encadrement à droite et on espère que ça fonctionne, ça devrait le faire, avec l'autre truc. Et où là j'ai quoi? J'ai xn moins n plus 1 plus petit que, alors fois e de a plus petit que xn moins 1. Si et seulement si, je vais faire tous les xn ensemble. Le n plus 1 e de a, je vais le mettre ici, donc les xn vont de l'autre côté, donc ça va bien marcher.
j'ai bien E de A moins 1. Ah bah tiens, on retrouve des trucs similaires. Xn, plus petit ou égal à n plus 1, E de A moins 1. Génial. Donc conclusion, moi je retrouve avec, on a, et là ça va être fini en fait, c'est parfait, n E de A sur E de A moins 1, donc un n fois quelque chose. On s'attendait à ça de toute façon parce que xn est plus grand que n, donc on pouvait s'attendre à un truc équivalent à du n à peu près quoi. Plus petit que xn, plus petit que, alors si je l'écris bien, il y a E de A sur E de A moins 1 toujours, hop, fois n plus 1 moins 1 sur E de A moins 1. Voilà, je divise par E de A moins 1 les deux. Donc ça, je m'en fiche, complètement négligeable. Et donc j'ai bien xn équivalent à ça, quoi. Parce que là, il y a n plus 1, c'est équivalent à n, c'est bon. Parfait, on a trouvé un équivalent. Écoutez, pas évident, mais ça vous fait aller chercher, dans votre mémoire, dans les indices que vous trouvez dans l'énoncé, une petite comparaison série intégrale des familles, bien sympa. Bon, dites-moi si vous avez trouvé autre chose comme méthode. Moi, c'est celle que ça m'a inspiré. Je le refais en direct avec tous les petits détails qu'il fallait bien gérer. C'est tous ces détails précis, notamment cette partie sur HN là, qui m'a un peu... j'avais pas trop vu venir. J'ai préparé l'exo un peu plus rapidement. Enfin, je fais pas toujours tout le détail, quoi. Comme ça, en même temps, j'ai un peu de sincérité et de recherche en direct dans les vidéos. Hein. C'est ce qui fait normalement que ça rend ça plus clair pour vous. J'ai un petit HN et on pouvait gérer ce problème-là, vous voyez. Dire que bon, bah, on pouvait trouver un n vu qu'on cherchait en l'infini, toujours qui était, vu que le a est fixé positif, on veut toujours trouver un n tel que hn plus grand que a vu que c'est une suite qui tend vers l'infini. Ce qu'on a d'ailleurs redémontré en scred, hop là, ici en 2-2, vite fait. Donc exo dans l'exo. Technique classique du début, oui, la technique classique de cet exo que moi j'ai vu à mon oral des mines, comme je disais, poser une petite objection, puis poser une croissance, en fait pas si utile, je vous l'ai fait pour le bonus. Là, je vous explique ça, mais tout l'exo va être beaucoup dans la compréhension de ce truc-là. En fait, xn, qui passait de variable, redevient maintenant une constante avec la variable t. Enfin, il faut savoir sauter de variable à constante, un peu comme dans l'exo de la semaine dernière. Et c'est ça qui est très intéressant dans ces exercices. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas, hein, dans ce cycle d'exo, de maths sup XVNS que je vous fais, à me faire des commentaires. Ils sont toujours assez brillants ou assez instructifs, hein, à me dire si vous trouvez d'autres méthodes. Il y a beaucoup de gens qui participent. Voilà, prenez votre stylo, essayez de faire un truc qui marche mieux, surtout à des endroits où j'ai pu faire des choses inélégantes. C'est toujours intéressant. En général, je finis par épingler s'il y a un commentaire qui vaut le détour. Et je vous dis à la prochaine. Merci à tous.